Permettez-moi de vous lire la conclusion de notre étude sur les toxidermies de l'enfant, aspect épidémiologique, clinique, étiologique, portant sur 116 cas à Dakar de 2010 à 2020. Les toxidermies de l'enfant regroupent l'ensemble des manifestations cutanéo-muqueuses liées à l'administration d'un médicament par voie systémique chez l'enfant. Elle entre dans le cadre des réactions indésirables à un médicament et présente une variété de tableaux cliniques. On peut citer les formes graves pouvant engager le pronostic vital ou fonctionnel, comme le Stevens-Johnson-Lyell, le DRESS, la pustulose exanthématique aiguë généralisée, l'érythrodermie, l'angioœdème et l'anaphylaxie. Les formes bénignes, comme l'exanthème maculopapuleux, l'urticaire, l'érythème pigmenté fixe, les photodermatoses, la pseudomaladie sérique, l'éruption acnéiforme. Les études épidémiologiques concernant spécifiquement les toxidermies chez l'enfant sont rares. Au Sénégal, notre étude constitue la première thèse consacrée aux toxidermies chez l'enfant. L'objectif de notre étude était de déterminer les aspects épidémiologiques, cliniques et étiologiques des toxidermies chez l'enfant. Pour cela, nous avons effectué une étude transversale, descriptive, rétrospective, multicentrique sur une période de 11 ans, allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2020, portant sur les enfants âgés de 0 à 18 ans, ayant un dossier dans les centres hospitaliers universitaires dermatologiques de référence à Dakar, l'hôpital Aristide Le Dantec, l'Institut Hygiène Sociale, l'hôpital d'enfants Albert Royer. Les biais de notre étude étaient liés à la non-sélection des cas reçus en ambulatoire à l'hôpital Aristide Le Dantec. Les limites de l'étude liées au caractère rétrospectif étaient les défauts dans la description complète clinique et pharmacologique des données, la non-réalisation des tests allergologiques ou de biopsie cutanée pouvant être utiles pour le diagnostic. Nous avons recensé 116 cas de toxidermie chez les enfants dans les 3 services de recrutement, avec une fréquence hospitalière des toxidermies de l'enfant estimée à 0,08%. Les patients hospitalisés représentaient 38% des cas. Une prédominance masculine était notée avec une sexe ratio de 1,23. L'âge moyen des patients était de 7 ans, avec des extrêmes de 30 jours et 17 ans. La tranche d'âge de 0 à 3 ans était la plus représentée, dans 41,4%. Sur le plan clinique, les types de toxidermie les plus fréquents étaient le Stevens-Johnson-Lyell, dans 40 cas, soit 34,5%, l'érythème pigmenté fixe dans 13 cas, soit 11,2%, l'exanthème maculopapuleux dans 12 cas, soit 10,3%, l'urticaire dans 10 cas, soit 8,6%. En dehors du Stevens-Johnson-Lyell, les autres formes graves étaient le DRESS dans 6 cas, l'érythrodermie dans 5 cas, l'angioœdème dans 2 cas et la pustulose exanthématique aiguë généralisée dans 1 cas. Le délai moyen d'apparition était de 9 jours avec des extrêmes de moins de 24 heures et 39 jours. Le délai était inférieur à moins de 10 jours dans 47% des cas. Il n'était pas précisé dans 21% des cas. Une atteinte muqueuse était retrouvée dans 59 cas, soit 50,9%,
Une atteinte buccale était notée dans 54 cas, soit 91,5%. Une atteinte oculaire dans 30 cas, soit 50,8%. Une atteinte génitale dans 23 cas, soit 40%. Une atteinte nasale dans 3 cas et une atteinte anale dans 1 cas. Une atteinte du cuir chevelu était notée dans 15 cas, soit 13%. Les atteintes systémiques associées étaient une atteinte hépatique dans 9 cas, une atteinte rénale dans 1 cas, une atteinte pulmonaire dans 11 cas, une atteinte digestive dans 3 cas et une atteinte hématologique dans 49 cas. Les complications étaient des troubles hydroélectrolytiques dans 26 cas, soit 22,4%, une infection locale dans 6 cas, soit 5,1%, une septicémie dans 3 cas et une hypothermie dans 2 cas. Concernant les étiologies, les classes médicamenteuses les plus représentées étaient les antibiotiques dans 48 cas, soit 34,5%, suivi des antiépileptiques dans 20 cas, soit 14,4%, des AINS dans 18 cas, soit 12,9%, des antalgiques dans 18 cas, soit 12,9%, et des antipaludéens dans 10 cas, soit 7,2%. Les médicaments les plus fréquemment incriminés étaient le cotrimoxazole dans 23 cas, le phénobarbital dans 16 cas, le paracétamol dans 16 cas, l'ibuprofène dans 15 cas, l'amoxicilline dans 14 cas et la sulfadoxine pyrimétamine dans 8 cas. Les plantes traditionnelles ont été incriminées dans 9 cas, soit 6,5% des cas. Sur le plan évolutif, l'évolution était favorable dans 65 cas, soit 56%, après traitement symptomatique et arrêt systématique des médicaments incriminés. La durée moyenne d'hospitalisation des malades, soit 44 cas, était de 12 jours, avec des extrêmes de 1 et 35 jours. Les séquelles cutanéo-muqueuses étaient survenues dans 24 cas, soit 20,7%. Il s'agissait des séquelles cutanées dans 19 cas, des séquelles buccales dans 6 cas et des séquelles oculaires dans 7 cas. Un décès était survenu dans 9 cas, soit 7,7%, dont 7 étaient des cas de Lyell et 2 étaient des cas de Dress. Cette fréquente survenue de décès dans les tableaux graves, mais également de séquelles qui peuvent survenir même des mois après une guérison apparente et qui sont potentiellement graves, surtout les séquelles oculaires, nous amène à proposer des recommandations suivantes. Aux praticiens hospitaliers d'assister à des formations médicales continues pour renforcer leur capacité pour le diagnostic précoce de ces toxidermies, d'orienter rapidement le patient vers un centre de référence spécialisé en cas de complications, de veiller aux bonnes règles de prescription et d'utilisation des antibiotiques et antalgiques, d'informer le malade ou les parents sur la cause suspectée ou prouvée, sur les risques de complications et de séquelles et sur la nécessité d'un suivi spécialisé, de dépister précocement les séquelles, en particulier oculaires, par une consultation ophtalmologique urgente, de façon à mettre en œuvre des mesures thérapeutiques capables d'en minimiser l'évolutivité, d'assurer un soutien psychologique aux malades et éventuellement aux parents, de mettre aux patients un document écrit ou carte allergique mentionnant les médicaments interdits, aux chercheurs et aux autorités sanitaires de mettre en pratique, si possible, la réalisation chez les patients d'un typage HLA afin de documenter une probable implication génétique dans les toxidermies graves, de mettre en place des cabines d'unités de soins intensifs adaptées pour les Lyell pédiatriques et Dress, d'accompagner
de sensibiliser les prestataires de soins pour la notification de tous les cas de toxidermie afin de renforcer notre système de pharmacovigilance, de mettre des campagnes de communication pour le changement de comportement, pour le mésusage des plantes traditionnelles, d'instaurer un système de phytovigilance, aux malades et aux parents de s'impliquer dans l'éducation thérapeutique des enfants pour comprendre leur maladie, la nécessité d'un suivi, l'usage ultérieur des médicaments et éventuel aménagement du mode de vie en fonction des séquelles présentes, d'éviter la polymédication et l'usage abusif des plantes traditionnelles chez les enfants. Merci. Alors, je vais d'abord donner la parole au professeur. Merci, Madame la Présidente. Nous remercions Mademoiselle Yacine Gaye de nous avoir associés à cette jury de soutenance de thèse qui me permet de siéger à côté de mes maîtres, le professeur Suzanne Oumounian et le professeur Maodo Ndiaye, qui sont en fait pour nous, en tant que jeunes dermatologues et allergologues aussi, des références dans le cadre de la prise en charge des malades en dermatologie et en allergologie en particulier. Et c'est des icônes en fait de la dermatologie africaine, et on est très fiers en tout cas de pouvoir le dire partout. Alors, ces maîtres sont toujours en fait des références pour nous par leur qualité surtout scientifique et humaine et sociale, mais aussi leur extrême générosité également scientifique, mais surtout la disponibilité. C'est des gens pour qui on peut compter en fait sur le plan scientifique et également social. Et c'est ça qui explique le long compagnonnage et également toute l'affection qu'on porte en fait à ces deux maîtres-là. L'autre chose également, je tenais à les remercier pour leur engagement en tout cas et leur soutien et leur formation continue qu'ils ne cessent de nous apporter. Nous récemment, lors de notre dernier concours d'agrégation en médecine, et nous avons su en fait compter sur leurs conseils et qui a abouti justement à notre congrégation. Et nous leur témoignons pour cela toute notre gratitude en tout cas et notre reconnaissance, et leur souhaitons une longue vie, en santé de fer et un bonheur familial et la quiétude la plus absolue. Il s'agit d'un travail qui est fort intéressant parce que des toxidermies chez l'enfant, c'est des manifestations qui sont, on va dire, accidentelles parce que c'est des réactions qui sont imprévisibles. Et quand ça survient sur un enfant qui a une immunité en formation, ça pose énormément de problèmes. D'autant plus que les complications également vont être des complications aiguës, mais également chroniques, parce que les médicaments, en réalité, qui est incriminé, va être souscrit de la prescription chez l'enfant et à l'âge adulte. Et donc, ça compromet un peu son avenir thérapeutique. Et c'est pourquoi c'est un thème qui est vraiment actuel et qui est très pertinent dans le cadre des soutenances de thèse. Alors, j'ai juste quelques remarques en fait de forme et de fond, dans le souci en fait d'améliorer le manuscrit qui est dans l'ensemble bien écrit. Et donc, je vais vous donner en fait quelques contributions. Après le reste, on verra ça à la maison. Par rapport au plan en fait, à la première partie, en fait, je pense les formes anatomo-cliniques. Tu as pris en fait le choix de les traiter sous forme d'anatomo-clinique. Après, tu ouvres un autre chapitre en fait d'examen complémentaire où tu mets l'histopathologie cutanée en fait. Et donc, ça crée une redondance. Maintenant, là, je pense que ce qui est plus simple, c'est de traiter ça sous forme de forme clinique. Et si tu veux, tu traites par exemple les toxidermies qui sont bénignes et les toxidermies qui sont graves en fait. Parce que quand tu traites comme forme clinique, tu peux prendre la forme typique. Parce que ça, c'est une soutenance en fait de thèse. Rien que le LAEL, on peut le faire en thèse en fait. Donc ici, il s'agit de faire des choix. Et les choix en fait vont dépendre justement de la pertinence des différentes formes cliniques. Et donc dans la forme clinique, tu décris en fait la forme la plus classique, la forme la plus complète et typique en fait.
Après, maintenant, tu peux dire les examens complémentaires, toujours dans la forme clinique, les examens complémentaires que tu as besoin, en fait, qui peuvent apporter un plus dans la confirmation du diagnostic, en fait. Et même l'exploration allergologique, en fait, même les patchs médicamenteux, on ne le fait pas pour toutes les formes cliniques, en fait, de toxidermie. Et donc, ça te permet de raccourcir un peu les choses et de mettre après forme clinique et traitement. Donc, dans la première partie. Parce que cette première partie-là est très importante parce que c'est un document que tu vas mettre à la disposition de l'université et c'est un travail principe que les autres doivent s'appuyer, en fait, pour approfondir d'autres travaux. Donc, c'est important dans la première partie de pouvoir expliquer de façon simple et claire les toxidermies. Comme ça, maintenant, les gens peuvent comprendre ta deuxième partie. Et c'est ça l'utilité, en fait, de la première partie. C'est pourquoi il faut bien la faire, en fait. Alors, à la page 6, c'est très bien l'épidémiologie. Au Sénégal, en fait, tu as mis qu'il n'y a pas d'études retrouvées portant sur les toxidermies chez l'enfant. Je pense pour ce quand il avait donné ça en 2009, si mes souvenirs sont bons. En mémoire, en fait, c'était Siricho Berthet, en fait, hein, les toxidermies chez l'enfant. Maintenant, je ne sais pas si tu as pu avoir ça à la bibliothèque centrale, voilà. Mais c'est toujours bien, dans ces pathologies-là, de pouvoir actualiser toujours. Donc, si tu ne l'as pas, ce n'est pas méchant, mais il faut savoir qu'il y a des études antérieures, en fait, qui ont été faites en 2009 portant sur les toxidermies de l'enfant. Et à la page 7, les facteurs génétiques concernant l'atopie, en fait, ça n'a pas été validé que c'est un terrain, en fait, qui prédispose plus à une toxidermie que les autres, en fait. D'accord? Parce qu'il y a beaucoup de facteurs qui sont associés également en plus de l'atopie. À la page 9, les maladies systémiques aussi. Ici, il faut faire un focus particulier, en fait, par rapport à la polymédication. Parce que c'est des malades qui ont une immunodépression et donc qui vont avoir beaucoup de médicaments à prendre. Et c'est la polymédication, en fait, qui est un facteur de risque en plus de l'immunodépression, en fait, du malade. Donc, du coup, quand tu mets des facteurs favorisants, il faut faire un focus sur l'aspect particulier, en fait, qui fait que l'individu fait plus, en fait, la toxidermie par rapport à la population générale. Et donc, à la page 12, pour simplifier les choses dans les formes cliniques, en fait, comme tu l'as traité dans le LAEL, par exemple, à la page 12, où tu mets les signes, après, il faut que ça soit concordant, en fait, parce que des fois, tu mets les signes cliniques, après tu fais l'histologie, après tu reviens sur les cliniques, sur les signes cliniques en mettant les atteintes viscérales. Ça ne se fait pas. Tu parles des signes cliniques, après tu finis, après maintenant tu parles des examens complémentaires si tu veux. D'accord? Parce que c'est des examens qui viennent compléter, en fait, ta suspicion clinique. Et donc, ça doit venir après les manifestations cliniques. Et ici, la raison, en fait, pour laquelle on ne peut pas faire forme anatomoclinique, parce que les aspects histologiques ne sont pas très spécifiques, forcément, en fait, du type de toxidermie. Dans le LAEL, en fait, tu as une nécrose qui est assez étendue et il faut faire l'immunofluorescence, en fait, pour voir s'il n'y a pas une maladie auto-immune également associée. D'accord? Mais c'est juste une confrontation anatomoclinique, mais ce n'est pas une confirmation comme dans la lèpre, par exemple. À la page 14, des soucis de forme, c'est les images, en fait, et les textes, on ne les met pas en même temps. Ça veut dire que tu as mis figure 1, figure 2. Dans le texte, en fait, tu l'appelles. Tu mets, par exemple, voilà, à la figure 1, nous illustrons, par exemple, un enfant qui présente une toxidermie type LAEL. Et après, sur une seule page, tu mets les images, en fait. D'accord? Mais on ne mélange pas des images et des textes, en fait. C'est des règles de rédaction scientifique. À la page 16, c'est toujours pour la forme, c'est quand tu ouvres, en fait, des chapitres de diagnostic différentiel. D'accord? Donc, il n'y a pas de parallélisme de forme. Ici, je pense que ce n'est pas très opportun parce que là, tu cites, en fait, tu développes les items. Tu cites, par exemple, l'épidermolyse staphylococcique, l'érythème pigmenté fixe, les dermatoses bulleuses auto-immunes et l'érythème polymorphe. Et tu détailles juste l'érythème polymorphe, en fait. Donc, il n'y a pas un parallélisme de forme. Il faut, soit tu cites toutes les affections, ou bien tu fais correctement un diagnostic différentiel pour toutes les affections, en fait.
Mais ici, vraiment, il faut faire un focus particulier sur les manifestations cliniques, mais également les particularités biologiques ou histologiques en fait, qu'on peut retrouver pour chaque type de toxidermie. Sinon, si tu veux rentrer dans les détails, c'est un peu compliqué. Parce que là, c'est comme en fait un tableau de bord d'une voiture, tu es en train de traiter toutes les toxidermies. Et donc, tu ne peux pas tout dire, il faut forcément que tu fasses des choix. D'accord? C'est valable à la page 17 également, où tu mets la clinique et l'histologie en même temps. À la page 25, des soucis de forme également, c'est quand tu mets les références aussi. Il ne faut pas mettre, quand tu mets exanthème maculopapilleux, c'est à la page 25, tu mets les crochets et tu mets les références. Les références, tu les mets dans le texte, pas dans le titre en fait. D'accord? Donc à la page 28, c'est les mêmes remarques de forme. Maintenant, pour revenir au travail proprement dit, dans la deuxième partie en fait de ton travail, c'est bien écrit en fait, et puis tu as sorti également, je pense, les éléments essentiels, et on note que tu as eu quand même beaucoup de malades à la page 70, 116 cas de toxidermie, ça veut dire que ce n'est pas une pathologie quand même qui est à négliger chez l'enfant, et que c'est des réactions qui sont imprévisibles mais qui sont également attendues chez l'enfant, et la gravité justement, c'est surtout les âges extrêmes de la vie. Donc les sujets âgés, on a toujours peur qu'ils développent des toxidermies, mais le petit enfant aussi, quand il fait une toxidermie, ça doit nous inquiéter justement parce qu'ils n'ont pas un système immunitaire qui est assez performant et ils n'ont pas également une capacitation à pouvoir corriger en fait les troubles hydroélectrolytiques. Et donc ça, c'est des facteurs de mauvais pronostic. Et la bonne nouvelle ici, c'est qu'ils n'ont pas en fait de tares sous-jacentes. Et donc, c'est ces particularités qu'il fallait également ressortir. Et à la page 70, dans la fréquence, en fait, selon le lieu de recrutement, ici, ce qui est important aussi, c'est le nombre de malades qu'on a consultés ou hospitalisés durant la période. Parce que quand tu donnes les chiffres, de 0,5%, des fois, on ne sait pas, en fait, parce qu'on ne sait pas le dénominateur que tu as utilisé. D'accord? Donc, il faut mettre toujours le nombre, mais également le dénominateur pour qu'on sache en fait que c'est le dénominateur, par exemple. Si tu as vu 10 000 malades, c'est différent de 5 000 malades, par exemple. OK? À la page 72, la répartition des cas selon l'adresse des malades, c'est selon la résidence des malades. Parce que si tu mets l'adresse, par exemple, les gens ils vont te dire Sicap Baobab, Villa 70, etc. Et si c'est en Afrique, ici, il n'y a pas d'adresse précise. Hein. Ils vont te dire il y a quelqu'un qui vend voilà, de la boisson à côté, etc. Tu tournes à gauche, etc. Donc ici, c'est la répartition géographique selon la résidence. Et tu as la répartition aussi selon l'origine géographique. Mais tu fais des choix par rapport à ça. À la page 75, c'est parfait le tableau. Des fois aussi, on peut faire l'histogramme parce que quand même, c'est un tableau qui est très parlant parce que ça montre quand même que le syndrome de Stevens-Johnson-Lyell est la forme clinique la plus prédominante des toxidermies chez l'enfant et c'est pas mal. Ça veut dire que c'est une forme sévère et dans les toxidermies chez l'enfant, on doit toujours s'inquiéter en fait. Parce qu'autant il peut faire des formes bénignes, il peut faire également des formes sévères qui peuvent mettre en jeu le pronostic vital et ton travail l'a montré. Et je pense là, il faut le mettre en exergue par un histogramme par exemple qui permet de mieux refléter justement qu'il y a une prédominance quand même des formes graves dans ton étude. Et ça, c'est pas rien. À la page 79, je pense que la figure 9, en fait, c'est pas très explicite parce que tu as utilisé en fait des couleurs et autres. Ici, tu peux mettre par exemple deux figures. Une figure qui montre les toxidermies graves, c'est-à-dire la répartition selon les types de toxidermies, d'accord, graves, en fonction des tranches d'âge. Ici, vraiment, on a besoin de savoir pour les toxidermies graves, quelle est la répartition et pour les toxidermies bénignes, etc. Et quand tu confonds les deux, après, ça rend les résultats, en fait, moins parlants. Et c'est ça qui fait qu'en fait, toutes les figures que tu as mis dans les résultats, en fait,
Après, c'était un peu compliqué parce que quand tu mets les colorations, on est obligé de voir le vert là, ça correspond à quoi, et tu rends en fait la lecture beaucoup plus difficile. Et quand tu écris en fait en rédaction scientifique, il faut penser plus aux autres lecteurs que toi-même. Parce qu'après toi, tu t'habitues au texte, tu comprends tout, parce que c'est toi en fait l'auteur, mais les autres qui doivent lire en fait, tu les mets dans la besogne. Et ici, vraiment, il faut faciliter la lecture pour que tu ressors les résultats. Donc là, il faut mettre en exergue les toxidermies sévères et les toxidermies bénignes en fait, et tu enlèves en fait les particularités pour qu'on puisse savoir en fait. Donc c'est valable pour la page 82, la répartition des atteintes muqueuses en fonction du type de toxidermie. Certainement, c'est les tableaux de syndrome de Lyell en fait. Et à la page 86 aussi, tu as des résultats intéressants parce que les complications hydroélectrolytiques en fait sont au devant du tableau. Et l'enfant, vraiment, il a des difficultés pour pouvoir justement corriger ça sur le plan physiologique. Et donc, quand il y a une prédominance de ces complications hydroélectrolytiques, ça la voie de soi qu'on va s'attendre justement à des complications hémodynamiques, mais également à des défaillances multiviscérales également. Et donc ici, c'est extrêmement important. Et la deuxième chose également qui vient, c'est l'infection. Et c'est la voie de soi parce que si la peau, en fait, son rôle, c'est de nous protéger vis-à-vis des micro-organismes extérieurs. Et donc, quand il y a une perte de ce rôle primordial de la peau là, c'est attendu que l'individu fasse justement des infections. Et ici, c'est l'autre complication qui va expliquer en partie justement la mortalité élevée que tu as retrouvée dans les toxidermies sévères. Et donc, c'est des réactions, c'est des résultats en fait qui sont très importants, qui montrent aussi que tu as bien travaillé. D'accord? Parce que ça reflète en fait, nous, ce qu'on vit des malades par rapport à la prise en charge des toxidermies, et ton travail également a montré les mêmes données. À la page 91 du moins, c'est la répartition des cas de toxidermie aux plantes traditionnelles. Et ça aussi, c'est une autre particularité de ton travail, parce qu'habituellement, on pense toujours que c'est les adultes en fait qui prennent les plantes traditionnelles, etc. Mais parfois, on oublie que voilà, les enfants sont pris en charge par les adultes et même les grands-mères. Donc, il y a des recettes miracles et des recettes maison, etc. Et ça, c'est une particularité des toxidermies en Afrique. Et je pense que c'est des résultats également qui sont très satisfaisants parce que nous, les études qu'on a fait sur les toxidermies chez l'adulte, on a retrouvé également les mêmes plantes en fait. Et les racines de Diasap en fait, c'est pas Diasep, c'est Diasap. Donc c'est Stérospermum, voilà, Cuntanium, c'est le nom scientifique en fait. Parfois aussi ils font des mélanges, ils prennent beaucoup de plantes en fait, et parfois il y a les guérisseurs aussi qui mettent des mélanges, ils le mettent dans un sachet, tu sais pas voilà qu'est-ce qu'ils ont mélangé en réalité. D'accord? Donc ces toxidermies-là, il faut savoir que c'est des médicaments qui peuvent déclencher ou aggraver en fait des dermatoses. Et dans le processus de déclenchement, vous pouvez avoir les mêmes réactions immunoallergiques et également les mêmes toxicités en fait liées au surdosage. Donc ici, quand tu parles des plantes, ce qui est important, c'est de savoir quelle est la quantité que l'enfant en fait a absorbée pour qu'on puisse évaluer justement est-ce qu'il y a une toxicité pharmacologique qui est associée. Et vraiment, je te félicite d'avoir voilà, fait ce travail-là parce que je me suis retrouvé dans ta thèse parce que ça reflète vraiment la réalité et notre vécu quotidien. Dans la discussion, ça a été bien discuté dans l'ensemble. Les références, en fait, dans notre faculté de médecine, il faut le mettre en ordre alphabétique, en fait. Ça veut dire, tu prends le nom du premier auteur, tu vois son nom et puis tu mets toutes les références par ordre alphabétique. C'est quand tu écris des articles où tu mets par appel en fait dans le texte. D'accord? Mais sinon, c'est un travail qui est bien écrit et également qui donne des résultats assez intéressants par rapport à la particularité des toxidermies chez l'enfant avec 116 cas quand même, une prédominance des formes graves de toxidermie et des complications hydroélectrolytiques et infectieuses et même des atteintes viscérales qui sont des complications qu'on craint le plus souvent chez l'adulte et vous l'avez retrouvé dans votre travail avec une mortalité de 7% qui n'est pas quand même très négligeable. Et
Et le syndrome de Lyell et le Dress syndrome, qui sont des toxidermies graves chez l'adulte, sont aussi retrouvés chez l'enfant. Et c'est le message fort, je pense, de ton travail. Et tu as retrouvé aussi sur le plan étiologique des antibiotiques classiques. Habituellement, chez l'enfant, en fait, c'est le paracétamol et phénobarbital. Et là, et aussi les antipaludins, en fait. Mais là, tu montres qu'il y a le cotrimoxazole qui se repositionne en premier, et aussi le phénobarbital et les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Et là, l'autre particularité, c'est surtout le fait d'avoir isolé des plantes traditionnelles chez l'enfant. Malgré, en fait, ces mauvaises nouvelles, et les bonnes aussi, tu as eu, par contre, une évolution favorable dans 66% qui n'est pas négligeable. Et je tenais, en tout cas, à te remercier d'avoir pris l'initiative de prendre ce sujet, parce que ce n'est pas évident. Il faut au moins que tu aies quelques données en dermatologie, en tout cas, et tu as eu à faire ton stage en dermato. Tu es une personne qui est très disciplinée, très courtoise, et qui est très travailleuse, et pour cela on te félicite, et on félicite également tes parents qui t'ont en fait donné toute cette éducation, et qui t'ont donné également l'opportunité de faire la médecine, parce que tu pouvais faire autre chose, banquière, je ne sais pas, pour leur donner de l'argent. Et ça montre que sur le plan social, en fait, tu es utile à toi-même, mais également tu es utile à la société, et c'est ça qui nous, en fait, qui nous motive en tout cas dans l'encadrement des étudiants. Je te souhaite une avenir radieuse, une belle carrière socio-professionnelle. Je n'ai pas vu de dédicace pour ton mari, j'espère que tu es en cours, parce que la réussite également sociale est très importante, il faut y penser et allier les deux. Et j'en ai fini, Madame la Présidente. Alors, je te donne la parole pour répondre à ton maître, le professeur Aïdiata, qui a quand même donné une contribution assez consistante, surtout du fait de son penchant à l'ERPO. À notre maître et juge, le professeur Boubacar Aïdiata, nous sommes profondément touchés par l'honneur que vous nous faites en acceptant, avec spontanéité, de juger ce travail. Votre disponibilité, vos compétences, votre dévouement et votre rigueur dans le travail vous valent toute notre admiration. Nous profitons de cette occasion pour vous remercier pour l'encadrement de qualité reçu lors de notre stage clinique dans le service. Veuillez trouver ici, chers maîtres, l'expression de notre respectueuse considération et notre profonde gratitude. Merci, madame. Alors, nous allons maintenant donner la parole à votre maître, le professeur Maodo Ndiaye, maître de conférence agrégé dans le service. Merci, Madame la Présidente. Nous remercions Mademoiselle Yacine Gaye de m'avoir permis de siéger à côté des professeurs Suzanne Oumoudian et Boubacar Aïdiata. Professeur Suzanne Oumoudian, c'est un maître, une référence pour nous. Donc, elle a guidé nos premiers pas en dermatologie en étant interne, assistant, maître assistant, jusqu'au grade de professeur agrégé. Donc tout le mérite vous revient, et nous ne cesserons jamais de vous remercier assez. Merci pour l'accompagnement, merci pour le soutien, merci pour l'assistance constante. Que le Tout-Puissant vous accorde une longue vie, vous donne la force, la santé à nous accompagner aussi longtemps que possible, parce que votre présence nous rassure. Yacine me permet également de siéger à côté du professeur Boubacar Aïdiata, qui est un jeune frère, un ami, une valeur sûre de la dermatologie. Il a le double casquette de dermato-allégologue. Donc son argumentaire et sa contribution pour améliorer la qualité de ce travail l'ont parfaitement attesté. Je lui souhaite une belle carrière remplie de succès. Que le Tout-Puissant vous donne une longue vie pleine de santé. Je salue également dans l'assistance la présence de notre ami, de notre frère, de notre maître, le professeur Babacar Meng. C'est un ami, un scientifique chevronné. Le travail portant sur les toxidermies de l'enfant se justifie pour la simple raison qu'il s'agit de la première étude portant exclusivement chez les enfants au Sénégal. Et on s'en rendit compte également en Afrique. Le sujet
n'étant pas étudié. Donc il était important de revisiter, de déterminer les aspects épidémiologiques, cliniques et étiologiques des toxidermites de l'enfant. Donc ainsi que ce travail avait été confié à Yacine Gaye, qui l'a bien mené, et je pense que les objectifs sont largement atteints, sous réserve de l'avis des autres membres du jury. Et on s'est rendu compte que sur le plan épidémiologique, les toxidermies de l'enfant ne constituent pas des affections rares, puisque des fréquences variables allant de 0,5 à 8% ont été colligées en fonction des sites de recrutement. Et sur le plan clinique, on notait une prédominance de ce qu'on appelle des nécrolyses épidermiques, à savoir le syndrome de Sovon-Johnson, mais également le syndrome de Leigh, qui sont des urgences médicales qui peuvent engager même le pronostic vital des patients. D'autres formes graves également ont été retrouvées, à savoir le DRESS, qui a une présentation infectieuse et qui, sur le plan clinique, crée des confusions diagnostiques avec les infections. Nous avons également retrouvé d'autres formes telles que la pustulose exanthématique aiguë généralisée, mais également l'érythrodermie. Donc ces formes graves nécessitent une conduite à tenir d'urgence et pouvant même entraîner des décès chez les enfants. Des formes moins graves également ont été retrouvées, à savoir l'exanthème maculopapuleux, qui sur le plan étiologique s'oppose aux exanthèmes viraux, qui sont très fréquents chez les enfants. Et certaines variantes cliniques ont été également retrouvées, et il était important de les souligner, notamment la fréquence des atteintes muqueuses au cours des PAG, observée dans 100% des cas, ce qui n'est pas classique dans le cadre des PAG de l'adulte où l'atteinte muqueuse est observée autour de 10% des cas. Nous avons retrouvé également une forme rare et grave, c'est-à-dire un DRESS qui s'accompagnait d'une hémorragie digestive, nous faisant penser plus à l'infection par le cytomégalovirus à localisation digestive ou colique. Et cette forme clinique constitue également une urgence thérapeutique. Sur le plan étiologique, nous avons noté la fréquence des antibiotiques observée dans 34% des cas, suivi des antiépileptiques, des anti-inflammatoires non stéridiens, mais également des antalgiques. Et parmi les antibiotiques, les sulfamides antibactériens étaient les plus représentés. Donc il s'agit d'une classe thérapeutique fortement prescrite en milieu pédiatrique. Et il est important de rationaliser sa prescription et de bien poser ses indications du fait qu'il s'agit d'une molécule qui est très pourvoyeuse de toxidermie. Parmi les neuroleptiques, on notait la fréquence de l'utilisation du phénobarbital. Il est important de rappeler que son utilisation a diminué considérablement dans les pays développés du fait de la fréquence des effets indésirables. Donc il utilise plus les neuroleptiques de dernière génération, mais ici le seul facteur limitant c'est le pli. Ce sont des médicaments qui coûtent excessivement cher. Les plantes n'étant pas rares, donc elles sont également pourvoyeuses de toxidermie dans nos contextes du fait de leur accessibilité et de leur faible coût. Donc voilà de manière ramassée l'économie de notre travail et il est difficile d'être juge et partie. Nous allons intégrer toutes les remarques pour améliorer la qualité de ce travail. Juste au niveau de la page de garde, classiquement on met la date de naissance, mais pas la carte d'étudiant. Tu as mis 2011, 49, on met la date de naissance. À la page 80, répartition des cas selon la nature des lésions cutanées. L'infiltration n'est pas une lésion dermatologique. Soit il s'agit d'une papule qui est infiltrée, d'un nodule qui est infiltré, ou bien d'une plaque qui est infiltrée. Mais l'infiltration, ça ne veut rien dire. Et j'ai noté la pauvreté de l'iconographie, alors que l'icono constitue le charme de la dermatologie. Et j'aime bien cet adage qui dit « qui regarde se rappelle ». Qui fait, sait, mais qui écoute, oublie. Donc une image vaut 1000 mots. Mais également au niveau des recommandations, je pense qu'il est important d'insister sur la notification des cas. C'est très important. Plus le médicament est notifié, plus ce médicament est susceptible d'être retiré sur le marché. Donc je te félicite d'avoir mené ce travail et cela ne me surprend guère, car Yacine est une étudiante sérieuse, disciplinée, studieuse. Je félicite vos parents, je félicite également vos amis. Je n'ai pas vu de dédicace rose, mais il faut en chercher. Il faut savoir que la réussite, elle est professionnelle,
et sociale. Je te souhaite une belle carrière et une vie sociale épanouie. Madame la Présidente, j'en ai terminé. Merci. Alors, je vous redonne la parole pour dire un mot à votre maître et directeur de thèse. Merci, Madame la Présidente. À notre maître et directeur de thèse, le professeur Maodo Ndiaye, votre grande modestie, votre disponibilité, vos compétences et votre rigueur nous ont beaucoup marqué lors de nos stages cliniques. À l'occasion de ce travail que vous avez dirigé, nous avons pu encore une fois de plus apprécier vos qualités scientifiques et humaines. Veuillez trouver ici l'expression de notre respectueuse considération et notre profonde admiration pour toutes vos qualités. Ce travail est pour nous l'occasion de vous témoigner notre sincère reconnaissance. Merci, ma chère Yacine, de me permettre de siéger encore une fois à côté de mes fils. Je commencerai par le professeur Maodo Ndiaye, qui est mon collaborateur le plus dévoué, puisque c'est lui qui m'épaule dans toutes les décisions prises dans le service. En fait, c'est lui qui gère le service par procuration. Et il le fait tellement bien. Et je tiens aujourd'hui devant tout le monde à le remercier pour tout ce qu'il fait, parce que étant chef de service, c'est vrai, je ne peux pas tout faire. C'est lui qui m'aide dans l'encadrement des candidats à l'agrégation, qu'ils viennent d'Afrique, d'où qu'ils viennent, puisque vous savez que Dakar est une grande plateforme de préparation au concours d'agrégation. Et si l'équipe de Dakar garde son hégémonie, en tout cas au CAMES, en tout cas en dermatologie, c'est sûr, si chaque concours, comme nous l'a prouvé le professeur Aïyata, les candidats sénégalais sortent majors de ce concours d'agrégation, c'est parce qu'il y a une très bonne préparation in situ dans nos locaux. Et je remercie toute l'équipe de dermatologie pour ce travail remarquable qu'ils font, et aussi en particulier le professeur Maodo, qui est le plus collé aux étudiants qui se préparent pour l'agrégation. Je l'encourage parce que tous les 2 ans, on a au moins une dizaine de candidats qui viennent de l'Afrique pour se préparer chez nous. Et s'il n'était pas là, à leur transmettre ses connaissances fidèles, je pense que seul je ne peux pas y arriver. Et vraiment, je tiens aujourd'hui à te remercier pour tout l'accompagnement, tout le travail remarquable que tu fais à mes côtés. Alors, je félicite le professeur Diatta, qui est aussi allergologue, qui va être donc le 2e dermato-allergologue de ce pays. Et j'étais seule pendant, 15 ans. Et il a eu le courage de venir m'épauler dans ce dur travail de la prise en charge des maladies allergologiques qui posent problème en Afrique. Parce qu'il n'y a pas de réglementation, comme vous le voyez, dans rien, ni dans les médicaments, ni dans l'alimentation, ni dans les produits cosmétiques. Et donc, les maladies allergologiques deviennent de plus en plus une préoccupation dans notre pays. Et donc, il faut des allergologues pour pouvoir poser des diagnostics et porter l'alerte en haut lieu, puisque si nous ne parlons pas, les autorités sanitaires ne peuvent pas élever le ton ou prendre des sanctions contre l'anarchie dans certains domaines. Et donc, je voulais te féliciter d'avoir réussi à ton concours d'allergologie et surtout pour ta brillante réussite au concours d'agrégation puisqu'il est sorti major d'Afrique. Alors, cela étant dit aussi, je reviens sur ce travail qui me passionne au plus haut point en tant qu'allergologue. Et aussi, nous sommes le plus grand service de prise en charge de ces réactions allergiques médicamenteuses dans ce service. Dans le Sénégal, nous sommes le service de référence. Et donc, tous les cas d'allergie médicamenteuse sont référés à Dantec, à l'IHS ou alors au centre d'enfants Albert Royer, l'hôpital d'enfants Albert Royer. Et donc, ce travail a été remarquable parce que tu as pu mettre en évidence quand même des résultats intéressants qui n'avaient pas attiré notre attention auparavant. Parce que s'il y a 40 cas de syndrome de Lyell en 10 ans, ça veut dire qu'en moyenne, il y a 4 cas de Lyell par an chez l'enfant. Ça veut dire 4 cas par an. Ça veut dire 1 cas tous les 2 ans. Et c'est énorme. Vous pouvez imaginer un bébé de 3 ans avec un syndrome de Lyell, un décollement de toute sa peau chez un enfant de 3 ans. C'est quand même grave. Surtout que cet enfant va être privé de ce médicament à vie. Alors, c'est donc pour revenir sur les problèmes essentiels qui interpellent l'allergologie. Vous allez en France, on ne prescrit pas de médicaments aux enfants. Vous ne verrez jamais, c'est exceptionnel qu'on prescrive des enfants, parce que les médecins ont compris qu'un médicament peut tuer un enfant. Ici, les enfants sont polymédiqués, c'est en partie parce qu'il y a beaucoup de maladies infectieuses. Un enfant qui a une maladie infectieuse, malheureusement, on est obligé de lui donner des antibiotiques. Mais quand on donne des médicaments, on ne mesure pas la gravité des effets secondaires. Quand voulant sauver cet enfant, on peut le tuer. Et souvent, les médecins ne mesurent pas
l'importance de ces réactions médicamenteuses, parce que le syndrome de Lyell quand même est mortel dans la majorité des cas, et vous donnez un comprimé de Bactrim à quelqu'un pour le sauver d'une infection banale et vous le tuez, je pense que ce n'est pas agréable pour un médecin. Et donc c'est important que les autorités, les prescripteurs sachent la gravité. Chaque fois qu'on prescrit un médicament, on peut tuer le malade. Et ça c'est important, il faut savoir. Alors que c'est des réactions qui sont imprévisibles. Une allergie, il faut en faire une première fois pour qu'on puisse le savoir. Quelqu'un qui n'a jamais fait d'allergie à un médicament, on ne peut pas se dire qu'il va en faire. On ne peut pas le prévoir. Et c'est ainsi que dans les cas de récidive, de réaction médicamenteuse, on a vu que sur les 6 cas de récidive par rapport de récidive d'allergie médicamenteuse, à 3 reprises, c'était le même médicament. Ça veut dire qu'il y avait un travail d'alerte, d'identification précise du médicament en tout cas, de carte d'allergie qui n'avait pas été fait, et que le prescripteur, après, n'ont pas fait attention. Ils ont redonné le même médicament et l'accident médicamenteux est revenu. Et ça, c'est tout le travail qu'on dit de pharmacovigilance et de prévention des réactions, surtout lorsqu'une personne a déjà fait une réaction médicamenteuse. Alors, je suis restée sur ma faim par rapport à l'iconographie. C'est impardonnable. Un travail sur une pathologie aussi polymorphe, avec des tableaux cliniques aussi variés, ma chère Yacine, que tu ne nous aies pas fait. Et il faut rectifier cela. Il faut mettre une iconographie, puisque c'est disponible dans le service, parce que toute personne qui entend le mot toxidermie doit pouvoir se référer à ce travail. Et donc avoir en tête, en image, une belle iconographie de toutes les formes cliniques, surtout graves, de toxidermie dans ton travail. C'est vraiment le gros trou de ce travail, et je comprends, peut-être que ça a échappé à ton directeur de thèse. Il sait qu'en dermato, tous les travaux sont des images, nos présentations, nos communications, nos conférences, c'est les images qui parlent. Donc il faut rectifier cela. Alors, une autre chose également, quand on aborde un sujet, il faut faire l'état des lieux. Je suis un peu frustrée en tant d'allergologue de sentir qu'il n'y a pas eu, apparemment dans ce travail, tu n'as pas fait référence aux travaux antérieurs qui ont été faits dans ce service. Il y a eu des thèses sur 150 cas de toxidermie que j'ai eu moi-même à présider. Et je pense qu'il fallait retrouver, j'ai regardé dans les références, je n'ai pas vu les travaux antérieurs. Ce n'est pas centré sur l'enfant, mais dans tous les travaux qui ont été faits sur les toxidermies, une part a été, quand vous regardez le travail, vous allez avoir le score pour les enfants. Donc ce n'est pas parce que le titre n'est pas toxidermie de l'enfant que vous ne pouvez pas utiliser les résultats antérieurs. Et ça, il faut le faire. Vous n'êtes pas la première personne à le faire. Il y a des gens qui ont fait un travail colossal. Vous faites votre travail et vous comparez vos résultats avec les résultats antérieurs. Alors, également pour les plantes médicinales, vous savez que le service a fait des travaux primés dans le monde entier sur les plantes médicinales. Nous avons été le premier service à consulter une batterie de plantes traditionnelles qu'on appelle communément les rennes, et on a démontré que ces plantes donnaient des allergies. Et ces travaux actuellement sont réclamés par les Européens, parce qu'eux aussi, ils ont leur tisane, ils ont leur médecine moderne par les plantes, leur médecine bio, et nos travaux leur font référence, ils utilisent nos résultats pour comprendre aussi ce qui se passe. Pour vous dire que les choses ne viennent pas souvent d'Europe, parfois ça vient d'Afrique pour aller vers eux. Et donc, c'était l'occasion. Tu as fait référence d'un article qui a été publié dans le British Journal of Dermatology, où on avait parlé de ces effets secondaires des plantes médicinales africaines. Mais je pense qu'il y a d'autres travaux qui ont été faits et qui ont montré que les plantes traditionnelles étaient aussi graves que les plantes modernes. Et donc là aussi, il faut que nous portons l'alerte aux autorités, parce qu'on pense que les plantes ne sont pas dangereuses, on pense que c'est une médecine sans produits chimiques, c'est une médecine, alors que les plantes constituent le premier médicament responsable d'allergie dans nos structures de santé. Peut-être que vous n'avez pas pu bien identifier, mais les travaux ont montré que c'était le premier pourvoyeur de réactions médicamenteuses, les plantes traditionnelles. Même chez les enfants, puisqu'en allaitant, une mère qui allaite un bébé va créer une réaction médicamenteuse chez son bébé via le lait maternel. Et donc, c'est que ce n'est pas avoué, c'est une médecine qui est souvent inavouée, c'est une médecine où on n'arrive pas à identifier les plantes responsables pour pouvoir faire des tests et faire même la phytovigilance. Mais en tout cas, les autorités sont de plus en plus informées des réactions graves qui sont dues par les plantes traditionnelles. Et on est obligé, puisque nous vivons les problèmes que ça a. Et les services de gastro-entérologie, les services de dermatologie aussi, ont porté l'alarme. Parce que les plantes traditionnelles sont en train de tuer les malades. Et vous voyez dans les médias les publicités à outrance des tradipraticiens, sans qu'aucun alerte ne soit fait. Et c'est des plantes qui sont toxiques, parce qu'on prend des doses élevées, mais c'est des plantes aussi qui sont immunoallergiques. Et il y a des sujets qui ne supporteront jamais ces plantes allergiques.
Alors, donc c'est difficile de combattre les croyances, c'est difficile de combattre cette médecine qui est le premier recours en Afrique, mais on n'a pas le droit de taire les effets secondaires de cette médecine. Et en tout cas, notre rôle entre nous en tant que scientifiques, après avoir fait des travaux de recherche qui ont montré leur gravité, c'est de le porter à la connaissance de la communauté scientifique, même si les autorités ont du mal à prendre en charge. Alors, et donc aussi, pour revenir toujours sur ce travail, des choses importantes, la polymédication. Effectivement, le professeur Diatta est revenu sur ça, mais la polymédication est d'autant plus grave qu'elle associe médecine traditionnelle et médecine moderne. Parce que pour avoir une bonne conscience, en se disant je prends les bons effets de toutes les médecines, on mélange les médicaments traditionnels et les médicaments modernes. Et vous voyez aussi, ça aggrave les effets secondaires des médicaments. Alors, également, je pense que ce qui a fait qu'on n'a pas beaucoup trouvé de cas chez l'enfant, c'est parce qu'il y a une confusion, comme tu l'as si bien dit dans ton travail, entre les viroses, les maladies viraux, comme la rougeole par exemple, et une réaction médicamenteuse. Parfois, c'est difficile de faire la part des choses. Mais moi, ce qui m'a le plus intrigué dans ton travail, c'est vraiment le fait que ce soit la tranche d'âge de 0 à 3 ans qui était la tranche la plus incriminée. Comment pouvez-vous imaginer un enfant de 3 ans qui commence à faire des réactions médicamenteuses, Ça, c'est quand même grave. Ça veut dire qu'il faut qu'on fasse attention à la prescription chez les enfants. Alors, le paracétamol, qui est un médicament, les gens pensent même que ce n'est pas un médicament parce que c'est vendu dans les boutiques, dans les marchés. Il est aujourd'hui le 4e pourvoyeur de réactions médicamenteuses graves. Le paracétamol est équivalent, que tout le monde consomme, chaque fois qu'on a mal, chaque fois qu'on est fatigué, chaque fois qu'on a de la fièvre. Et malheureusement, ce médicament, je pense dans certains pays, on ne peut plus l'acheter sans ordonnance dans certains pays, parce qu'on a compris qu'il était aussi dangereux que les autres médicaments. Alors, l'autre problème également, c'est par rapport à l'érythème pigmenté fixe. Il semble dire qu'il y a des atteintes muqueuses dans l'érythème pigmenté. Je pense que c'est plutôt la localisation au niveau pénis. Oui, j'ai vu érythème pigmenté fixe avec atteinte muqueuse. Ça, c'est quand même dans l'érythème pigmenté fixe classique, il n'y a pas d'atteinte muqueuse buccale ou génitale. Peut-être ça peut se localiser au niveau des organes génitaux, mais ça n'en fait pas une localisation muqueuse. D'accord? C'est important, parce que c'est un diagnostic différentiel d'ailleurs avec le LAL. Quand on ne peut pas faire la différence avec le LAL, dans la forme généralisée, c'est l'atteinte muqueuse qui fait la différence. Alors, ce qui a aussi manqué dans son travail, à mon avis, c'est de pouvoir comparer les toxidermies de l'enfant et de l'adulte. Si vous êtes le premier à faire exclusivement sur les enfants, il y en a d'autres qui ont été faits sur l'adulte, et vous nous dites la différence, comment ça se comporte. Est-ce que la symptomatologie, l'évolution, le risque est le même chez l'enfant? C'était une étude comparative qu'il fallait quand même faire pour qu'on soit plus attentif, comme l'a dit le professeur Diatta. Il y a certains désordres qui sont plus difficiles à corriger chez l'enfant, et peut-être qu'il y a un élément pronostic qui va rentrer en jeu. Également, le risque de récidive. Un enfant qui fait une allergie à 3 ans a de fortes chances avant de mourir dans sa vie de reprendre ce médicament par inadvertance, ou alors d'avoir d'autres allergies médicamenteuses. Alors, je voudrais quand même éclairer un point par rapport à l'atopie. Souvent, effectivement, quand vous prenez le grand sac des toxidermies, oui, l'atopie ne peut pas à elle seule représenter un facteur favorisant. Mais un sujet atopique va faire plus de réactions médicamenteuses qu'un sujet non atopique. Donc l'atopie devient ipso facto un facteur favorisant, premièrement. Deuxièmement, dans les toxidermies eczématiformes, les sujets qui ont une dermatite atopique vous font des érythrodermies par un mécanisme de généralisation de leur eczéma. Donc du coup, l'atopie entre en jeu, et les sujets atopiques sont plus sensibles aux effets pharmacologiques des médicaments que les sujets neutres. Pas pour le phénomène immunoallergique par contre, mais pour les effets pharmacologiques. C'est pour ça que vous voyez certains patients qui vous disent je suis allergique à tous les médicaments. C'est parce que c'est des mécanismes non allergiques de sujets atopiques qui agissent facilement, qui réagissent à tout par un mécanisme pharmacologique. Donc c'est le cas. Alors, on a eu 9 cas de décès. C'est beaucoup. 9 cas d'enfants qui décèdent pour prise médicamenteuse, c'est beaucoup. Il fallait comparer ce taux de mortalité avec celui retrouvé dans les pays occidentaux. Et je pense qu'on a un bon taux. Malheureusement, c'est 9 cas, c'est déplorable. Mais les Européens font plus de mortalité que nous, en tout cas dans les formes graves de syndrome de Stevens-Johnson-Lyell. Peut-être parce que nous sommes moins agressifs, nous avons moins de germes nosocomiales. Et relativement, parce que globalement pour le Lyell, on a de bons résultats parce que nos populations sont plus jeunes, puisque les sujets jeunes réagissent mieux. Ils sont plus jeunes à réagir, à régénérer leur peau. Et donc, c'était important de comparer la mortalité de l'AL chez l'enfant et la mortalité de l'AL chez l'adulte, pour voir est-ce que l'âge était un facteur
de bon pronostic ou pas. En tout cas, l'âge élevé est un facteur de mauvais pronostic, mais l'âge trop bas aussi, est-ce que c'est un facteur de mauvais pronostic? Et c'est important aussi que tu puisses éclairer sur ce point. Alors, le lupus aussi, oui, tu semblais poser la question. Le lupus est un facteur favorisant. Chaque fois qu'il y a une maladie dysimmunitaire, il faut savoir que le risque de réaction médicamenteuse est majoré. Donc le lupus, on a eu hier en présentation un malade qui avait un lupus et qui a développé un décollement mobile sur sa maladie lupique. Alors l'autre problème également, c'est dans la classification des toxidermies. Effectivement, c'est pas facile, surtout que parfois il y a des formes qui se chevauchent, ou parfois on a un polymorphisme clinique qui fait qu'il est difficile de dire c'est telle forme clinique ou telle forme clinique. Mais je pense que les toxidermies buleuses, tu peux le mettre dans le spectre Stevens-Johnson-Lyell. Puisque c'est juste un problème d'atteinte de la surface corporelle qui fait qu'on parle de syndrome de Stevens-Johnson à Lyell. Toxidermie bulleuse, on le met de plus en plus dans ce spectre. Et si vous avez rangé les toxidermies buleuses dans le spectre Stevens-Johnson-Lyell, vous aurez vu que le nombre de Stevens-Johnson-Lyell allait être supérieur au vôtre, à ce que vous avez dit. Et ça aussi, les toxidermies buleuses, c'est des formes graves, qui sont aussi graves que le syndrome de Stevens-Johnson-Lyell. C'est juste un spectre lié à la surface corporelle. Et il fallait l'intégrer dedans. Voilà. Donc, c'est quand même des remarques, à mon avis, qui sont importantes à préciser dans cette étude, même si ça a été une étude colossale, parce que vraiment... Alors, je félicite d'emblée tes parents de t'avoir mis dans de bonnes écoles, puisque le français était correct. Ce qui nous fatigue dans la correction des tests, c'est vraiment le français. Les jeunes ne parlent pas bien français, les règles de grammaire, le style. Et je pense qu'il y a eu un style de français très correct, et ça, vraiment, je t'admire pour ça. Il faut vraiment te féliciter et féliciter la qualité de l'enseignement que tu as reçu à bas âge. Je te félicite pour quand même le travail colossal de 115 cas. Donc, il y a eu 116 cas de dossiers épluchés où tu as pu quand même sortir tous les éléments essentiels, bien entendu en y rajoutant ce qu'on veut savoir, puisque c'est un travail qui va rester un travail de référence. C'est le premier, il y en aura d'autres, mais ton travail va être un travail de base pour tous les autres travaux sur les toxidermies de l'enfant. Et c'est un travail qui va être publié, bien entendu, puisque ça va intéresser aussi la communauté scientifique. Et donc, il faut que ces correctifs, qui n'enlèvent en rien la qualité de ce travail, puissent être faits. Alors, pour ne pas trop rallonger la séance, parce qu'il va peut-être pleuvoir encore, je vais t'encourager pour la suite, parce que ce n'est que le début du commencement. J'espère que tu seras en dermatologie pour faire la spécialisation. C'est une belle spécialité, surtout pour les femmes charmantes. Et ça te permettra d'avoir une vie de famille, puisqu'on ne va pas t'appeler la nuit tout le temps pour aller à l'hôpital. Et je pense que les hommes aiment bien ça. Mais par contre, il va falloir que tu sois moins timide. Alors oui, tu es éduqué, ça se voit. Je t'ai vu, mais il ne faut pas être trop timide, il ne faut pas être trop éduqué. Je pense qu'une femme a besoin de punch, parce que sinon, tu ne vas pas y arriver. Il va falloir que tu aies de punch pour t'imposer. Il a fallu que je me batte pour que tu parles fort. Il faut élever le ton en tant que femme pour pouvoir asseoir un équilibre harmonieux entre ta vie de famille, ta vie sociale, ta vie professionnelle et ta vie dans la société africaine. Et il ne faut pas être timide pour ça. On ne te facilitera pas les choses. Et donc, sur un fond de féminisme, de gentillesse, il va falloir que tu t'imposes. Et c'est le seul, vraiment le conseil fort que je vais te donner pour avoir été femme, étudiante comme toi et femme, mère, tout ce que tu veux. Ça n'a pas été facile. Et la société ne te pardonnera pas un iota de tous tes rôles. Et donc, il va falloir que tu puisses être très fort pour assumer tous ces rôles. Il faut que tu y arrives. Il faut commencer par réussir ta vie affective, ta vie de famille. Il faut aller chercher l'homme qu'il te faut. Il ne faut pas attendre qu'il vienne. Et c'est en ces mots que je vais arrêter la séance. Le jury va se lever pour délibérer.
le président et madame les membres du jury, après avoir entendu mademoiselle Yacine Gaye dans sa soutenance de thèse du diplôme d'état de docteur en médecine, au cours de la séance du samedi 26 juin 2021, sur le sujet suivant, les toxidermies de l'enfant, aspects épidémiologiques, cliniques et étiologiques portant sur 116 cas à Dakar, le déclare digne d'être promu au grade de docteur en médecine et décide de lui attribuer une mention très honorable avec les félicitations du jury. Alors, nous allons maintenant vous donner la parole pour le serment d'Hippocrate. Bien entendu, vous levez la main. En présence des maîtres de cette école, de mes chères codisciplines, je promets et je jure d'être fidèle aux lois de l'honneur et de la probité dans l'exercice de la médecine. Je donnerai mes soins gratuits à l'indigent et n'exigerai jamais un salaire au-dessus de mon travail. Admise à l'intérieur des maisons, mes yeux ne verront pas ce qui s'y passe, ma langue taira les secrets qui me seront confiés, et mon état ne servira pas à corrompre les mœurs ni à favoriser le crime. Respectueuse et reconnaissante envers mes maîtres, je rendrai à leurs enfants l'instruction que j'ai reçue de leur père, que les hommes m'accordent leurs estimes si je suis fidèle à mes promesses, que je sois couverte d'opprobre et maîtrisée de mes confrères si j'y manque. La séance est levée.
bàyyi ma du lekk bàyyi ma coono sama rakk jee xale baa ngeen du solu bàyyi ma du lekk bàyyi ma yow sama rakk jee ma Samba Njaay Rumba Mbangu Njaay njanga Tuuba ma Samba Njaay buru njub la jaay oh Mas Njaay bàyyi Mbangu Njaay àddina yaa mën a wut daal te ñàkk solo suuf bi yàgg naa lekk ñu baax leen baal ñu àq. Nous remercions tout le monde. En particulier les parents, les amis, les étudiants, les encadreurs de Yacine pour la thèse. ñi bëggoon ñëw te ñëw ñu ñëpp ñu ngi leen di sant di leen gërëm. Ibrahima Gaye, Penda Diène, Yacine, seeni xarit, seeni mbokk, seeni am di jàmm ñoo leen di ñaanal en retour. Ils disent que honneur bi yëpp yéen a ko moom, yéen a ko liggéey. ñu ngi leen di sant di leen gërëm. Action bi ngeen def daf ko touché profondément. ñu leen di ñaanal yàlla li mu am tey yàlla nañu ko bokk jariñoo ko fekk ko ba ci seti si dat loolu la ñu amoon ne nañu ko wax ñëpp dégg ñu leen di sant di leen gërëm salaamaaleykum tàccu leen li waay loolu aja yéen ñëpp tàccu leen Abba tàccu leen waay ñi nekk ci salle bi technicien yeeg caméraman yëpp Abba dirigé la tàccu yooyu foofu barewu leen waaye nag tàccu cey lii Baye Niass ni ngay sàmmi yow sa bëggeel ba ngay moytu ñi lay fexeel du ñu dem du waxi nobel di la jéem a jaar ci feneen essaie de courir tente de tourner daw 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 dawal bul faat waaw bëggeel de dañu koy aar ne waaw bukki dañoo bare ne waaw bëggeel de dañu koy aar ne waaw bukki dañoo bare
ni ngay sàmmi yow sa waxi bëggeel